Bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de théâtre dans les couloirs de la justice. 2 semaines après sa mise en résidence surveillée de fait, le professeur Maurice Kamto a vu sa requête être rejetée devant le tribunal. Pourtant, elle visait à mettre fin à ce que ses avocats qualifient de séquestration illégale. Pour le MRC, cette situation judiciaire arbitraire est révélatrice d'une volonté politique d'étouffer à la fois la liberté d'opinion et de manifestation politique au Cameroun. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. Coup de projecteur ce soir sur les oubliés de la rentrée scolaire en 2020-2021. Ce sont des centaines d'élèves déplacés des régions anglophones qui peinent à pouvoir suivre les cours depuis de nombreuses années. Résidant à Loum dans le département du Mungo, ils broient du noir au quotidien. Leurs familles n'ont rien reçu de l'assistance humanitaire de la part du gouvernement. Établissements scolaires également incapables de faire face aux effectifs pléthoriques liés au déplacement des élèves des régions anglophones. Grand reportage à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Malgré les zones d'ombre qui entourent la procédure d'assignation à résidence du professeur Maurice Kamto, il n'a pas obtenu de la justice une décision visant à lever ce dispositif sécuritaire et son interdiction de sortie de son domicile à Yaoundé. Ces différents avocats crient à l'instrumentalisation de la justice. Quels sont les réels motifs de ce rejet? Quelle est la situation judiciaire des autres militants du MRC arrêtés depuis plusieurs jours à Yaoundé? Élément de réponse avec Joël Essengé et Gizogo. 2 semaines après la manifestation du 22 septembre dernier, le collectif des avocats des manifestants interpellés fait le point de la situation. Le collège des avocats parle de 100 personnes aux arrêts sur l'ensemble du territoire national, lesquels sont poursuivis devant le tribunal militaire et en flagrant délit. Dans le détail, la région du Centre enregistre 16 cas de manifestants aux arrêts. Info, une procédure de flagrant délit a été ouverte contre 8 manifestants. Leur procès est ouvert depuis le 2 octobre. On vient de rejeter la demande de leur mise en liberté qui a été présentée par les conseils, parmi lesquels Madame Assom. Au niveau de Yaoundé, il y a également 8 personnes qui sont placées sous mandat de dépôt, dont une personne poursuivie au tribunal de première instance de Yaoundé et Kounou, et les 7 autres poursuivis devant les juridictions correctionnelles de Yaoundé, centre administratif. Le sort des incarcérés de Yaoundé est présenté comme préoccupant par les avocats des manifestants. Pour ces 8 personnes, c'est un calvaire parce que sous le prétexte de maladies contagieuses, à la prison centrale de Yaoundé, il est impossible même à quiconque de leur rendre visite. Donc ils sont mis sous quarantaine de 14 jours, donc, qui a commencé dès leur arrivée à la prison. Quant au littoral et à l'ouest, on fait cas des personnes traduites devant le tribunal militaire. À Douala, nous avons un total de 77 placés sous mandat de dépôt qui comparaissent devant le juge d'instruction criminelle. En Konsamba, il y a 3 personnes et à l'ouest, devant le juge d'instruction militaire de Bafsam, nous avons 11 cas qui sont placés sous mandat de dépôt. À ces cas, il faut dire qu'il y a 12 qui sont poursuivis libres, parmi lesquels Maître Jean-Jacques Kenyé. S'agissant de Maurice Kamto, ses avocats expliquent que leur recours pour assigner l'État du Cameroun en référé d'heure à heure au sujet de son assignation à résidence surveillée a été rejeté par le tribunal de première instance du centre administratif à Yaoundé. Je suis passé au secrétariat de Monsieur le Président du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, où j'ai déposé une requête afin d'être autorisé à assigner l'État du Cameroun à bref délai, en cessation de voie de fait. Et il m'a été remis ma requête comportant la mention au bic rouge de rejet pour absence d'extrême urgence avec la signature du président datée du 5/10/2020.
Le collectif des avocats annonce qu'il va poursuivre ses recours dans ce dossier. Mon client, le professeur Maurice Kamto, en plus de ce qu'il subit et qui porte atteinte, qui porte des menaces sérieuses à son droit à la vie, Maurice Kamto, aujourd'hui, fait l'objet du déni de justice. Je pense pouvoir prendre des autorisations nécessaires lorsque je vais rendre compte à ce que, n'est-ce pas, des recours de droit soient exercés contre cette décision. Au final, les avocats des manifestants estiment que l'arrestation de leurs clients qui ont marché pacifiquement consacre le recul de la démocratie au Cameroun. Après les protestations du 22 septembre 2020, de nombreux manifestants passent des nuits difficiles à la prison centrale de Douala où ils ont été placés en détention préventive. Parmi eux figurent des personnes inculpées devant le tribunal militaire. Selon leur collectif d'avocats, cette situation judiciaire est arbitraire et révélatrice d'une volonté d'étouffer l'expression politique au Cameroun et les manifestations des partis de l'opposition. Des précisions avec François Dikoumé et Donald Brice Kamgan. À la suite d'une série de libérations, 70 personnes ont été placées sous mandat de détention préventive à la prison centrale de Douala dans le cadre des manifestations du 22 septembre dernier. Une décision du tribunal militaire de la ville qui les accuse d'insurrection, rébellion, manifestation illégale, entre autres. Maître Gabriel Conchou, qui coordonne le collectif des avocats des mises en cause dans le littoral, prépare ce matin avec son équipe les demandes de mise en liberté provisoire. Nous espérons qu'au vu des pièces que nous allons produire, notamment la production des garants, l'indication de leur domicile, parce que pour beaucoup, ils ont des domiciles connus ou qu'on peut connaître. Nous espérons qu'au vu de ces éléments, ils seront libérés. Si les avocats reconnaissent qu'elles ont globalement harcelé à leur conseil et à leurs proches en prison, ils s'indignent du traitement infligé à certaines personnes arrêtées avant, pendant et après les manifestations dans certaines unités de sécurité de la ville. Vu leur nombre, pour la plupart, ils étaient entassés dans des petites cellules ou dans des espaces en proie aux intempéries. Et donc vous pouvez imaginer que quand une centaine de personnes se retrouvent dans un espace réduit pour plusieurs jours, on peut imaginer que les conditions de détention ne peuvent pas être agréables du tout. Nous avons appris des personnes arrêtées que certains ont subi des actes de torture physique et morale. Les inculpations du tribunal militaire de Douala sont formulées à partir de la loi de 2014 sur la lutte contre le terrorisme. C'est une incongruité pour le coordonnateur du collectif des avocats. Ce qui est permis par la loi ne peut constituer une infraction. C'est-à-dire le code pénal est clair dessus. C'est-à-dire quand vous agissez en vertu d'une loi, vous ne pouvez pas commettre en même temps une infraction. Donc, il y a la loi sur le terrorisme, mais il y a la loi sur les libertés publiques. Donc il s'agit de concilier les deux lois. La loi sur le terrorisme ne pouvant pas empêcher l'application de la loi sur les libertés. Sur près de 350 personnes arrêtées le 22 septembre dernier à Douala, plus de 140 personnes ont été relâchées après des semaines de détention à la police judiciaire, à la Légion de gendarmerie du littoral. Une centaine restent détenus, notamment à la brigade de gendarmerie de Mbopi. Alors que le gouvernement soutient avoir mobilisé des moyens conséquents pour s'assurer de la rentrée scolaire en 2020 dans les régions anglophones, de nombreux élèves déplacés peinent toujours à se nourrir et se procurer des fournitures scolaires. Leur situation est encore préoccupante. Leurs parents éprouvent des difficultés à payer les frais d'inscription. Du coup, ce sont des effectifs pléthoriques décriés déjà dans plusieurs établissements scolaires publics dans l'arrondissement de Loum, dans le département du Mungo, région du littoral. Là-bas, chef d'établissement broie du noir en raison des effectifs importants et de l'insuffisance des moyens pour assurer l'encadrement de ces élèves déplacés anglophones. C'est un grand reportage signé Jacquino Molon et Jean-Paul Chouniat. En personnifiant cette école primaire, elle aurait le statut de déplacée interne pour avoir migré de Tombel dans le sud-ouest pour la ville de Loum, dans le Mungo. 5 octobre 2020. Ces jours de rentrée
Cet établissement privé accueille ses élèves, tous des enfants des parents déplacés internes qui ont fui la guerre dans les 2 régions anglophones. Les premiers pas des tout-petits de la maternelle, c'est toujours un spectacle de séparation avec leurs parents. De la maternelle au cours moyen 2e année, du beau monde qui va suivre des cours à crédit, les parents ne pouvant payer dans l'immédiat les frais d'écolage exigibles, faute de ressources financières, dues à la double crise sociopolitique et sanitaire qui a paralysé les activités économiques dans tout le pays. Even they don't have money. Instead of staying at home, because we have stayed more than 7 months in the house, we should come back to school to learn. The teachers should not leave us behind. Let them have pity on us so that we shall be paying their money gradually. We cannot run. Where can we go again? Do we have any place to go again? Instead, when we live here that we are running, it means that we shall go and remain in the forest. Les promoteurs de cette école et le corps enseignant n'ont d'autre choix si oui faire du bénévolat en espérant un paiement presque incertain des frais d'inscription. L'économie des parents est complètement à terre. Au niveau de l'école, fini l'année scolaire dernière sans même prendre la scolarité étant donné que l'école a été arrêtée brusquement. Mais on va toujours continuer à parrainer avec nos parents pour voir dans quelle mesure on peut d'abord commencer pendant qu'ils partent chercher les moyens. Pour la nouvelle année scolaire, marquée par une lutte acharnée contre la propagation de la Covid-19, cette école pour déplacés internes n'a rien reçu des autorités administratives et municipales. Nous sommes une école déplacée de Tombel, mais nous sommes une école officielle avec l'autorisation pour opérer à Loum. Donc on devait au moins nous considérer en nous donnant les subventions, mais on ne nous a pas donné. Oui. Même l'assistance pour les mesures barrières, on n'a pas eu rien de l'État. L'État dit qu'il privilège les établissements publics et pourtant c'est tous les établissements qui sont concernés par la crise. Vivant depuis 3 ans dans une promiscuité et une précarité sans précédent, les élèves déplacés internes étudient leurs leçons dans des conditions exécrables. In the table is even small, but we are reading many of us here. Yes, so the condition is really bad. We are managing. Even bought our books. We are still using our old books. We are here because of the war, because of gun shooting. We are with 15 in this house. So ones are sleeping 5 in one bed. Some are 3 in one bed. So there are no comfort in this house. Dans cette maisonnée abritant une quinzaine de personnes, nourrir toutes ces bouches relève d'une manne quotidienne tombée du ciel. Amen. Entamant leur 4e année loin de leur village, les déplacés internes du Mungo, comme ceux d'ailleurs, nourrissent un seul rêve, la fin des conflits armés pour un retour à la paix au Cameroun anglophone. La dégradation des infrastructures scolaires est loin d'être une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Dans la région de l'Ouest, autorités administratives affichent une indifférence déconcertante devant les conditions exécrables d'encadrement des élèves, notamment dans les Bamboutos, là où plusieurs lycées n'ont plus de toiture depuis près de 6 ans et rien n'a été fait pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves dans plusieurs campus scolaires publics. C'est le constat que fait Leclerc Sakem dans ce reportage. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, ce sont les élèves, c'est leur classe. C'est leur classe ici. C'est leur mission. Enseignement de qualité, mais des cœurs tout particuliers. Bienvenue dans l'une des salles du lycée technique de Ngalim, département des Bamboutos. À l'aune de la rentrée scolaire 2020-2021, les apprenants qui ont à nouveau regagné leurs salles de classe respectives dans les conditions déplorables. L'exemple de cette salle qui accueille les apprenants de la filière maçonnerie au lycée technique de Ngalim. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le vent qui avance. Quand? Je crois que c'est en 2006. Ah bon? Donc
Depuis 2006, c'est comme ça. Le maire est où? Table banc absent, mur délabré, toiture volée en épave. Le chef d'établissement justifie cet état de choses par le manque du financement. La masse salariale orientée vers la cinquantaine d'enseignants vacataires est également un blocus pour la réfection des bâtiments par les soins de l'établissement. Dans une école de techniciens, deux salles de classe. Ça c'est ridicule. Lycée technique. On ne peut pas chercher les planches pour chercher les tôles pour tourner. C'est nous qui fait ceci pour soutenir la toiture en attendant parce que le débit était à 24 millions. Avec 54 enseignants vacataires, on ne pouvait pas payer les engrais. Autre lieu, décor presque similaire. Nous sommes au lycée bilingue que nous avions dans les Bamboutos. Ici, la salle des professeurs est au centre des curiosités. Elle est inexistante depuis février 2017. Elle avait été incendiée lors d'une attaque dont a été victime l'établissement. Là, c'est la salle des professeurs. À la pause, tous les professeurs, le personnel enseignant et administratif, on se retrouve ici pour tout ce qu'il peut avoir comme commentaire, les bulletins. C'est là que les professeurs restent pour remplir. Tous les documents administratifs, c'est ici que les gens restent, n'est-ce pas, travailler. C'est la salle des professeurs du lycée bilingue des Avions. Quand il pleut, nous sommes là. Quand il fait soleil, c'est là-bas. Il n'y a pas d'autre salle. Depuis le coup qu'on a eu, le 5 février 2019. Plusieurs établissements de la raison du soleil couchant ont pour casse-tête l'équation des effectifs pléthoriques, dont la gestion n'est pas chose aisée. Avec les effectifs pléthoriques que nous avons surtout dans la session anglophone, la haute hiérarchie nous a donné de fermes instructions selon lesquelles il faut accueillir tous nos frères des régions en crise et qu'il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour trouver des salles de classe et accueillir tous ces enfants. Donc nous, avec la mairie de la commune de Galim, nous allons prendre toutes les dispositions et accueillir tous ces enfants et pouvoir les ménager afin qu'ils trouvent une éducation de qualité au sein de notre structure. À Bandoum, dans le département laminois, la rentrée fait plus office d'une science d'investissement humain. C'est les pieds dans l'eau que les élèves de l'école primaire de la localité ont débuté l'année scolaire. Leur salle de classe étant inondée suite à des fortes pluies qui s'abattent dans la localité. L'eau a inondé et prendre toutes les salles de classe. Nous on est venus lever la boue dans les classes. Quelle est l'ambiance de rentrée scolaire dans d'autres villes du Cameroun, notamment en Gaoundéré et à Bafang, là où plusieurs responsables d'école ont eu du mal à faire respecter les mesures barrières et des parents ont éprouvé des difficultés à payer les fournitures scolaires et garantir à leurs enfants une année scolaire 2020-2021 dans de bonnes conditions. C'est un reportage signé Jean-Blaise Noupayé, Andine Gagnou et Sylvestre Hippolyte Zangao. Après de longs mois passés à la maison, les tout-petits de l'école maternelle du quartier résidentiel de Ngaoundéré ont bel et bien pris le train de la rentrée scolaire, même si certains d'entre eux ont du mal à s'accommoder du cache-nez. Chez les plus grands, la rentrée scolaire en Ngaoundéré s'est faite dans le respect des mesures barrières. Passage obligatoire au thermoflash, lavage des mains, désinfection des chaussures avant de regagner la salle de classe. Les premiers cours ont été dispensés, à la grande satisfaction du délégué régional des enseignements secondaires pour la Damawa. La rentrée dans la région de la Damawa, comme vous l'avez vu et constaté, elle est effective. Quelques couacs cependant, dans certaines classes spécialisées, comme ici, chez les déficients auditifs. L'obligation du port du cache-nez rend la communication difficile entre l'enseignante et les apprenants. Nous faisons face à un problème très important parce que avec nos élèves, lorsque nous donnons les cours, ils ont besoin de regarder les mouvements de l'œuvre. Et ça, c'est très important dans leur éducation. Mais une fois qu'on cache la bouche, le nez, la communication avec le sourd devient un peu très compliquée. Parce qu'ils n'arrivent plus à regarder le mouvement de nos lèvres. Et nous aussi, on n'arrive pas à détecter leurs problèmes quand eux-mêmes s'expriment. Dans le département du Onkam à l'ouest, des élèves de la maternelle ne réalisent pas encore qu'ils se séparent de leur mère pour l'école le temps d'une journée. Néanmoins, la rentrée est effective. Les élèves sont présents, les enseignants sont présents et les enseignements sont en train de se dérouler dans certaines salles de classe.
Au lycée technique de Bafang, la gestion des effectifs est un sérieux sujet de réflexion. 50 élèves par classe. Or, nous qui avions des effectifs assez élevés, nous sommes confrontés, n'est-ce pas, à un problème d'espace et à un problème d'enseignants. Donc, nous avons opté pour la mi-temps pour certaines classes. C'est vrai que nous sommes tentés de le faire pour les classes d'examen, mais nous sommes en train de batailler avec notre APE pour éviter à nos élèves de classe d'examen de faire la mi-temps. À Ngaoundéré comme à Bafang, dès le premier jour de la rentrée scolaire, le train a bel et bien quitté la gare. C'est une difficulté majeure pour de nombreux parents d'élèves. L'accès à l'ensemble des manuels scolaires inscrits au programme. Dans la librairie, de nombreux problèmes se posent. L'indisponibilité de certains manuels scolaires est un sujet de préoccupation pour des parents au moment où leurs enfants ont déjà suivi les premiers cours de l'année scolaire 2020-2021. Des précisions dans ce reportage que signe Mitterrandam et Kediara. 2 jours après la date arrêtée pour la rentrée des classes, les parents d'élèves ont du mal à trouver la totalité des livres au programme. Je suis là pour les cahiers et livres et j'ai trouvé certains livres. Mais le livre de mathématiques, le livre de français plutôt, il n'y en a pas. Et j'espère qu'en fin de semaine, il y aura. Et je suis là pour les achats de livres de mes enfants. J'ai déjà parcouru 2 librairies. J'ai eu d'autres, la majorité j'ai eu, mais il y a d'autres que je n'ai pas eu. Donc je vais aller continuer à chercher ailleurs. Il n'y a que 4 livres que je n'ai pas trouvés, sur peut-être 10. Une situation que les libraires assimilent à la mauvaise implémentation du livre unique qui, en son temps, avait été présenté comme une véritable panacée aux difficultés d'accès au manuel scolaire. Nous avons proposé au gouvernement de ne pas adopter le livre unique parce que s'il y a un éditeur qui est dans la difficulté, c'est l'année scolaire des enfants qui est en partie. Une raison toute trouvée certes, mais à laquelle vient se greffer une explication des plus complexes. Quand vous importez, la COFAS peut vous assurer auprès de votre fournisseur ou éditeur que la COFAS ici c'est une assurance qui couvre les importateurs. Donc maintenant avec la situation économique de notre pays, on dit que non, on ne peut plus vous assurer et puis il faut payer comptant. Si c'est des sommes importantes, comme j'ai dit, on ne peut pas l'avoir pour payer le livre avant. Dès lors que depuis 20-30 ans, on bénéficiait de cette couverture. Mais si du coup on coupe, on dit de payer, ce n'est plus possible. Au final, le problème d'argent reste le plus présent. Le livre, c'est un gros marché. Il faut assez d'argent pour éditer le livre. Au Cameroun, les éditeurs, ou bien les auteurs, ou bien ceux qui ont gagné les marques, n'ont pas une capacité financière à couvrir le marché camerounais. Il y a des éditeurs camerounais qui font la coédition, c'est-à-dire il est auteur au Cameroun et il arrange, il va aller éditer dans une bonne imprimerie en France. Dans l'ensemble, il s'agit d'une indisponibilité des livres, évaluée à l'ordre de 10%, 10% de trop. Il s'agit de livres Hachette dans l'ensemble. Il s'agit de livres de première, mathématiques première D, c'est une édition CPR. Il s'agit de certains livres comme Innovate, mathématiques qui part et qui revient. Alors, à qui la faute? La commission a fait son travail, c'est-à-dire sélectionner les éditeurs et leur demander de mettre les livres sur le marché. Et selon l'argumentation en vigueur, il faut les produire 5 mois avant. Donc, il revient aux éditeurs maintenant de mettre les livres sur le marché 2 mois avant la rentrée, ce qui n'est pas fait. À la question de savoir s'ils pourront tout de même être accessibles au cours de l'année, les libraires répondent. C'est depuis au moins 1 mois qu'on nous dit que les livres Hachette seront sur le marché. Mais selon la dernière nouvelle que j'ai eue ce matin, les livres seront là d'ici vendredi pour les livres Hachette. Et pour les livres de maths CP première D, je n'ai aucune idée. En plus de cette indisponibilité, on note également de légers changements opérés sur certains manuels. Il s'agit des livres de la maternelle, première année, deuxième année, style CP. De quoi transformer cette rentrée de classe en véritable casse-tête chinois. Le torchon brûle au sein du comité central du RDPC. Alphonse Joseph Bibéret, cadre militant du parti au pouvoir, égrène un chapelet de critiques après le rejet de sa candidature en vue des élections régionales entre dénonciation de favoritisme, clientélisme et tripatouillage. Il s'insurge contre des investitures à tête chercheuse. Cependant, le comité central invite le militant recalé à faire preuve de fair-play politique après sa défaite. D'autres précisions dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Avant la publication des listes par Elecam,
Sa candidature au poste de conseiller régional pour le littoral avait déjà été rejetée. Alphonse Joseph Bibéhé, membre du comité central du RDPC, accuse la hiérarchie de son parti. J'ai voulu apporter ma part d'expertise à l'amélioration du cadre de vie de la région du littoral en me portant candidat pour les listes des élections régionales à venir. Je laisse les Camerounais juges de ce qui apparaît comme une manœuvre en vue de préparer une alternance pour les intérêts propres de certains. Je prends par conséquent acte de cette décision du secrétaire général du comité central qui de facto me prive durablement de l'exercice de mes droits civiques. Le candidat recalé dénonce une politique d'investiture qui, selon lui, vise à écarter les militants d'une même famille. Le RDPC n'accepte pas des militants dès lors qu'un membre de leur famille se trouve déjà en son sein. Une circulaire du secrétaire général du RDPC interdisait justement la concentration des postes électifs et des responsabilités politiques ou administratives au sein d'une même sphère dans l'arrondissement. Il faut tenir compte de tout le monde et éviter qu'il y ait des concentrations de postes et de pouvoir au sein d'une même famille ou d'un même clan, d'une même tribu ou encore une ethnie, pour éviter l'émergence de certaines oligarchies qui pourraient déséquilibrer notamment le dispositif mis en place par le comité central. Peu convaincu par ces explications, Alphonse Joseph Bibéhé parle d'une invention du comité central, contraire à ses yeux aux idéaux prônés par le président national du parti. Quand on va regarder ça, on se rend compte que ça ne va pas. C'est plutôt une mascarade qu'il y a eu. Il y a eu des personnes ciblées et ces personnes ne devaient pas y aller. Quand vous prenez la note du président national, nulle part sur cette note, il est fait mention de ce type de discrimination. Nulle part. Faux, rétorque-t-on au comité central. Le président Paul Biya est président du comité central, on l'oublie très souvent. Maintenant, M. Jean Kouété est secrétaire général, chef d'exécuter. Alors, l'acte de M. Kouété, l'acte politique, reçoit l'avis, l'aval, l'assentiment de son patron en amont. Pour le comité central, le candidat recalé manque tout simplement de fair play politique. Dans le jeu des équilibres politiques, il y a toutes ces batailles entre les personnalités, selon que tel est disqualifié. Et il faut donc un esprit de fair play. Le militant qui a perdu aujourd'hui doit se préparer à remporter une victoire demain. Car comme le dit l'esthète, effectivement, rien n'est acquis dans l'absolu, ni perdu pour toujours. En attendant les prochaines échéances, Alphonse Joseph Bibéhé, sans démissionner du RDPC, annonce qu'il se met désormais en retrait. Tant que cette organisation continuera à fonctionner de cette manière, je me mets en retrait de ses activités. Le comité central, dans son organisation actuelle et son fonctionnement actuel, ne peut conduire le RDPC que dans le trou noir. Les investitures au sein du RDPC en vue des élections régionales du 6 décembre prochain ont laissé des séquelles. Alphonse Joseph Bibéhé parle d'investiture à tête chercheuse et de volonté de nuire de la part du comité central du RDPC. En bref, à présent, un incendie survenu à la résidence Kalalobé, en plein cœur du quartier Bali, dans le premier arrondissement de Douala. Vous voyez en image comment les flammes ont ravagé presque toute la résidence de la famille Kalalobé au quartier Bali, réduit en cendres la maison et ainsi que tout son contenu. La matriarche a eu la vie sauve grâce à l'intervention à la fois des riverains et des soldats du feu qui ont pu contenir l'incendie afin d'éviter sa propagation dans les maisons voisines. La famille concernée n'a pas souhaité s'exprimer sur cette situation. Equinox Télévision, première sur l'information au Cameroun, marque non seulement les esprits pour sa crédibilité, ses informations de première main, sa pertinence dans les enquêtes et ses différents débats contradictoires. Cela n'a pas échappé à l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Il a fait le déplacement de Yaoundé pour se rendre à Douala afin de discuter avec les différents journalistes et la rédaction d'Equinox Télévision
Afin de savoir dans quelles conditions il travaille, il a pu apprécier les conditions optimales de travail pour les journalistes et techniciens du groupe Equinox. Je vous invite à suivre l'ambassadeur d'Israël au Cameroun qui apprécie la ligne éditoriale d'Equinox Télévision. Je vous parlais donc de cette sortie de l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Il était dans les murs de la direction générale du groupe Equinox. Il a pu discuter avec les journalistes de la rédaction. Il n'a pas manqué d'apprécier la ligne éditoriale d'une chaîne de télévision indépendante et d'une radio première dans la ville de Douala. Je vous invite à suivre le diplomate ambassadeur d'Israël au Cameroun. Nous y reviendrons. Évoquons à présent la page internationale avec cette mission onusienne et africaine qui séjourne en Côte d'Ivoire afin de désamorcer une éventuelle crise pré- et post-électorale. Pendant ce temps, Amnesty International dénonce les attitudes de l'armée en Guinée-Conakry. On fait le point avec Nadine Yambou. Conakry, à moins de 2 semaines de la présidentielle, les tensions demeurent vives entre l'opposition et le pouvoir. Des affrontements se sont multipliés ces dernières semaines. Dans son dernier rapport, Amnesty International dénonce de graves violations des droits de l'homme. L'organisation internationale révèle que plus de 50 personnes ont trouvé la mort en moins d'1 an lors de la violente répression de manifestations dans plusieurs villes du pays. Des manifestations initiées pour dénoncer la réforme constitutionnelle, permettant ici au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat. Amnesty International recense également plus de 200 blessés et des centaines d'arrestations. L'ONG accuse les forces de défense et de sécurité de nombreuses exactions sur des populations civiles. Pour réaliser son enquête, Amnesty International dit s'être basé sur des témoignages des rapports d'une centaine de personnes. Des accusations balayées d'un revers de la main par le gouvernement qui dénonce une instrumentalisation. Elle critique par ailleurs la méthode utilisée par l'organisation internationale. Au Mali, c'est une étape cruciale dans le processus de transition avec la formation d'un gouvernement. Dans cette nouvelle équipe dirigeante, composée de 25 ministres, tous nommés par le président, la junte au pouvoir hérite d'au moins 4 portefeuilles stratégiques: la défense, la sécurité, l'administration territoriale et le ministère de la réconciliation. Le mouvement du 5 juin, qui a mené la contestation dans la rue et participé au renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, obtient 3 ministères: la communication, l'emploi et celui de la refondation. La classe politique malienne, par contre, est très peu représentée au sein de ce gouvernement de transition. Cependant, elle obtient le stratégique ministère de l'économie et des finances. Les groupes signataires de l'accord de paix de 2015 figurent également dans le nouveau gouvernement, de même que l'ex-rébellion Touareg et des groupes armés pro-Bamako. La transition en place dans le pays va durer 18 mois et devrait déboucher sur l'organisation des élections. Tous les regards sont désormais tournés vers la CEDEAO pour une levée des sanctions économiques après la prise en compte des exigences de l'organisation ouest-africaine, à savoir la publication de la charte de transition et l'interdiction au colonel Assimi Goïta, chef de la junte et par ailleurs vice-président de transition, de remplacer le président en cas de force majeure. En Côte d'Ivoire, une délégation conjointe Union africaine, CEDEAO et ONU séjourne à Abidjan avec pour mission de désamorcer une éventuelle crise pré- ou post-électorale. Pour l'ONU, il est urgent d'agir en synergie afin d'éviter des différends et de préserver la paix en Côte d'Ivoire. À 3 semaines de l'élection présidentielle, prévue le 31 octobre prochain, le climat politique demeure tendu dans le pays. Parmi les points de discorde, la candidature du président Alassane Ouattara qui brigue un 3e mandat jugé inconstitutionnel par l'opposition. Le rejet d'une quarantaine de candidatures à l'élection qui viennent ainsi alimenter la polémique dans le pays. La crédibilité de ces informations, la pertinence des enquêtes et le débat relevé sur les antennes d'Equinox Télévision
ont convaincu l'ambassadeur d'Israël au Cameroun qu'Equinox Télévision est la meilleure chaîne de télévision dont une ligne éditoriale montre l'indépendance et est ancrée dans le quotidien des Camerounais. Il a discuté avec des journalistes de la rédaction afin d'être édifié à la fois sur les techniques de collecte, de traitement de l'information à Equinox Télévision. Il a pu apprécier les conditions optimales de travail et également le matériel de pointe utilisé pour la couverture médiatique des événements majeurs au Cameroun et sur le continent africain. Je vous invite à présent à suivre l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Il apprécie la ligne éditoriale d'Equinox Télévision. Tout nouveau, je viens d'arriver il y a 7 mois. Donc c'est la première fois qu'on sort de Yaoundé. Je viens me présenter et connaître mieux tous les moyens de communication qui existent au Cameroun, parce que je suis vos émissions, donc je regarde les nouvelles et j'échange un peu avec les amis, les collègues. Donc voilà pourquoi je voulais voir et je voulais me présenter, soit au cas où vous avez des questions concernant mon pays, les relations bilatérales ou quoi que ce soit, le Moyen-Orient, ou une idée pour des collaborations. À mon avis, à ce que j'arrive à voir, parce que je n'ai pas une opinion très élaborée sur le déploiement et sur la qualité, mais pour ce que je vois, ce que je peux juger. Donc je juge les émissions, surtout les nouvelles, très balancées. Donc je peux apprendre beaucoup de choses sans avoir le sentiment qu'on essaye de m'amener à un part, à penser quelque chose. Donc je peux, et ça aide à moi, et c'est équilibré pour moi et pour les téléspectateurs qui ne sont pas les grands experts en ce qui se passe dans la politique camerounaise, et je trouve ça m'aide beaucoup. Le diplomate israélien s'est également exprimé sur la situation sociopolitique au Cameroun, au moment où le pays fait face à une crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il estime que le Cameroun doit privilégier le dialogue et non la force. Je vous invite à le suivre à nouveau. La lutte contre le terrorisme est devenue globale, donc ce n'est plus un problème d'Israël ni du Cameroun, et ça se passe partout, mais je crois que tout le monde doit collaborer pour peut-être éradiquer, non, on ne peut pas éradiquer le terrorisme, mais peut-être éradiquer quelques raisons pour lesquelles il y a le terrorisme. Et, bon, pour les conflits internes, dans tous les conflits, soit étatiques, soit nationaux, soit entre couples, je crois que d'abord c'est la communication. C'est le dialogue, c'est la communication, et à partir de cela, on avance, on essaie de trouver des solutions pour essayer de laisser les deux côtés satisfaits, de laisser tout le monde avec un bon sentiment. La force armée peut peut-être neutraliser un problème momentané, ou aider aux deux côtés à arriver à la table de négociation, mais c'est toujours, je préfère le dialogue. À présent, quelques images de la séance d'entraînement des Lions Indomptables. À 3 jours du match amical Cameroun-Japon, des exercices techniques visant à renforcer la stratégie offensive et défensive des joueurs. Séance d'entraînement qui s'est déroulée aux Pays-Bas. Selon la FECAFOOT, les joueurs et le staff ont effectué leur test PCR ce mardi dans la tanière des Lions Indomptables, des images diffusées sur le compte officiel de la Fédération camerounaise de football, laquelle fédération a révélé le calendrier du CHAN prévu dès janvier 2021 au Cameroun. Les matchs doivent se jouer sur 4 stades. À Douala, il s'agit du stade de la réunification et le stade de Japoma. À Yaoundé, c'est uniquement le stade Amadou Ahidjo qui a été retenu et le stade de Limbé dans le sud-ouest. Et les Camerounais vont affronter les Zimbabwéens le 16 janvier 2021 lors de l'ouverture du CHAN au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé.
Un public reportage dans ce journal, la compagnie d'assurance royale Onyx, qui présente ses nouveaux produits aux Camerounais, lesquels ont déjà adopté ces différents produits à travers une stratégie innovante et des produits d'assurance adaptés au quotidien des Camerounais. Reportage. Une assurance santé pour tous, c'est un rêve qui devient réalité au Cameroun grâce à Royal Onyx. La compagnie d'assurance, fidèle à sa mission de sauver des vies en donnant accès aux soins de santé, offre cette fois un cadeau spécial qui s'étend sur tout le territoire national. Il s'agit de son nouveau produit, Roi Nobisic. Roi Nobisic, c'est quoi? C'est un produit d'assurance santé pour tout le monde. Donc toutes les classes sociales vont se retrouver dans ce produit-là. Cette police d'assurance santé coûte 35 000 francs par an pour une couverture maximale de 500 000 francs. Nous avons un réseau de soins bien élargi, nous avons essayé de couvrir tout le Cameroun. Nous avons pris la peine de faire des sondages, d'aller dans les quartiers pour avoir des conventions avec des centres de proximité. Avec Roi Nobisic, nouveau bébé de Royal Onyx, l'assurance santé n'est plus réservée qu'à une catégorie de personnes. Leur plateforme digitale et leur application Android. Cela montre vraiment leur volonté, leur ambition d'être proche des clients et de leur apporter des outils à valeur ajoutée. Désormais, à moindre coût et via le digital, tous les patients, peu importe la pathologie dont ils sont victimes, sont rapidement pris en charge. Cette police d'assurance maladie est à 100% digitale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'aura plus de tracasseries pour les montées et descentes, pour les bons de prise en charge. C'est-à-dire pendant que vous êtes à l'hôpital, le prestataire qui est le médecin ou bien le pharmacien, il délivre le bon de prise en charge. Il fait la demande en fait de bon de prise en charge en ligne et directement nos services valident ce bon de prise en charge et automatiquement le patient même qui est dans le centre sanitaire reçoit le SMS de confirmation de son bon de prise en charge et le médecin le prend directement en charge. Pour partager cette bonne nouvelle avec sa clientèle, la caravane Royal Onyx s'est ébranlée dans les différents points chauds de la capitale économique. Roi Nobisic. Désormais, on vous offre le meilleur. Je dis bien, c'est pour vous qui êtes commerçant, vendeur à la sauvette, vous qui êtes mototaximène, taximène tout simplement, même si vous faites le porteur. La joie se lit sur les visages une fois informé qu'avec Roi Nobisic, on peut désormais se soigner à moindre coût. En plus de la santé, Royal Onyx Assurance offre bien d'autres prestations. Royal Onyx exerce principalement dans la branche dommages, à savoir tout ce qui concerne les assurances automobiles, maladies, multirisques, les assurances responsabilité civile. Royal Onyx Assurance, l'allié de votre avenir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Régional 2020, déjà des grincements de dents au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais après la publication des listes provisoires. Investiture à tête chercheuse selon Alphonse Joseph Bibet, cadre militant du parti au pouvoir, qui espérait être conseiller régional dans la Salanga-Maritime, du moins dit avoir eu l'investiture de la part de ses camarades du RDPC et dénonce des tripatouillages intervenus au sommet du parti au pouvoir. Faux retorque celui de communication du comité central du parti au pouvoir qui estime qu'il doit faire preuve de fair play après sa défaite. Les critères ont été établis pour la sélection des différents candidats du parti au pouvoir à ces élections régionales, des critères qui divisent au sein du RDPC, et vous l'avez vu comment le torchon brûle et qu'il y a encore des querelles internes qui suscitent des grincements de dents au sein du RDPC. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, c'est Jalan. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir.